pour l'instant d'artistes. J'ai pas d'artistes ukrainiens dans ma programmation là dans les semaines qui viennent, ni d'ailleurs d'artistes russes. D'ailleurs, pour moi, il y a un distinguo à faire entre artistes russes et Poutine, hein, c'est pas pareil. Après, il y a la question effectivement des artistes russes qui sont entre guillemets un peu inféodés au système, comme ça a toujours été le cas dans tous les pouvoirs dans l'histoire. Il y a toujours eu ça, des imbrications, des connexions, Mais bon, donc voilà, nous on a comme voisin par contre le Centre dramatique national de Vire, dont la directrice, Lucie Berelovitch, est ukrainienne. Elle est ukrainienne, donc elle est française maintenant, elle vit en France depuis longtemps, mais elle a de la famille en Ukraine et évidemment qu'elle suit avec énormément d'attention et d'angoisse ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas fini. Hein. Heureusement, je crois qu'on n'est qu'au début. Et elle reçoit des artistes ukrainiens au centre non, pour l'instant, à part, vous savez, à part les artistes qui étaient des tournées de spectacles, il y a essentiellement des tournées il y a des ballets ukrainiens là, qui étaient en tournée, je crois, en France, qui fait sa dernière d'ailleurs, je crois, ce soir. On ne sait plus où. Après, il y a les artistes chanteurs, il y a les artistes individuels, mais Lucie est une des rares, effectivement, artistes de la diaspora ukrainienne qui est à la tête d'un centre dramatique national, c'est-à-dire une institution de théâtre public français, labellisée par l'État. Et donc, c'est notre voisine puisqu'elle est à Vire. À Vire, oui. Oui, donc ça, c'est compliqué pour elle. Hein. Ça doit être difficile. Le sujet aujourd'hui, comme vous dites, ce n'est pas tant les artistes ukrainiens que les artistes russes. Comment on fait le distinguo pour, avec ceux qui sont pros et les autres. Tous les artistes russes ne sont pas, encore une fois, féodés à M. Poutine, heureusement d'ailleurs. J'ai justement Après, il y en a d'autres, oui, il y a d'autres situations. Enfin, un des plus médiatiques, évidemment, c'est Valéry Gergiev, mais on va en dire plus que ce qui a été dit dans la presse. Hein. Non, mais c'est compliqué pour tous ces artistes russes qui, du jour au lendemain, à partir du moment où ils ne sont vraiment pas du côté du régime, au contraire, sont mis au banc, hein, du jour au lendemain, interdits de spectacles, interdits de concerts et tout. Hein, Bon, enfin bref, mais comme c'est dans tous les domaines sportifs. Après, vous avez des artistes qui sont actuellement en résidence surveillée en Russie et il y en a un qui sera à l'affiche du Festival d'Avignon, mais il ne peut pas se déplacer. Hein. Donc, de toute façon, lui, il n'est jamais présent. Et donc, là, il y a au contraire nécessité même de maintenir ses programmations, puisque c'est très important de continuer à donner la parole à des artistes qui sont en opposition avec le régime et qui en payent un prix fort, puisqu'il est interdit de mouvement. Hein. Il ne peut pas quitter Moscou. Bon, c'est une forme de résidence surveillée. En fait. Oui. Bon, on va commencer peut-être, Catherine ? Écoute, on commence. Oui. Écoute, en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents ce soir, malgré ce contexte évidemment douloureux. Écoutez, merci beaucoup Patrick Foll d'avoir accepté cette invitation à venir nous parler du théâtre de Caen. Dans une première partie qui durera à peu près 40-45 minutes, nous nous entretiendrons avec vous et puis nous laisserons ensuite, dans une seconde partie, la parole au public pour qu'il puisse vous poser toutes ces questions. Écoutez, on commence directement maintenant. Donc, Patrick Foll, vous avez étudié dans une école de commerce et avez commencé votre carrière dans la finance. En 1994, vous bifurquez un peu et intégrez à titre d'administrateur le théâtre de Caen et ne le quitterez plus. En 2001, vous en devenez le directeur général et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Vous êtes donc depuis 28 ans dans ce théâtre de Caen, à l'histoire ancienne, qui reçoit de 110 à 120 000 spectateurs par an autour d'une programmation transdisciplinaire très variée qui le distingue des autres établissements et dont nous parlerons tout à l'heure avec Marianne. Vous êtes
ma première question concernera l'histoire de ce théâtre qui nous permettra d'être éclairés en fait sur sa singularité. Donc, le premier théâtre de Caen fut inauguré en 1838. Sa salle de spectacle pouvait accueillir 1000 spectateurs. Cette salle fut détruite lors des bombardements de 1944 et c'est en 1954 que Yves Guilloux, maire de Caen, et, alors excusez-moi, j'admets ceux qui rentrent, maire de Caen et maître d'œuvre de la reconstruction de la ville de Caen après la bataille de Normandie, décide de reconstruire le théâtre à l'emplacement de l'ancienne salle détruite en 1944. C'est Jo Tréhard, comédien, qui est alors nommé et chargé de rédiger un projet architectural et un projet de gestion. Il s'ensuit une histoire un peu mouvementée que peut-être vous pouvez rapidement nous raconter, car elle explique la présence à Caen des deux établissements de spectacle vivants, le théâtre de Caen d'un côté, avec vous, et la Comédie de Caen au Théâtre des Cordes, au statut de Centre dramatique national de l'autre. Donc, racontez-nous, si vous le voulez bien, cette histoire qui précède votre arrivée au Théâtre de Caen. Alors oui, bon, écoutez, vous avez dit déjà beaucoup de choses. Hein. Alors effectivement, d'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle la première salle à Caen. D'ailleurs, il y a le nom d'une rue qui s'appelle encore à Caen, rue de l'Ancienne Comédie, qui se situe à côté de la Prairie. C'est à côté du temple protestant, qui d'ailleurs est un temple reconstruit après la guerre. Et à cet emplacement, il y a eu la première salle, entre guillemets, de spectacle à Caen, qui datait de la toute fin 18e, début 19e. Puis cette salle n'a été pas assez grande, et donc il y a eu la construction d'un grand théâtre, on l'a appelé d'ailleurs Grand Théâtre de Caen, à l'emplacement de l'actuel théâtre que je dirige. Et ce théâtre, donc son histoire a été brutalement interrompue avec les bombardements de la libération de la Normandie et de la libération de Caen. Donc il a été détruit par bombe incendiaire en 1944, et au moment où le débarquement a commencé, le soir du 5 juin, c'était une opérette de messagers qui était à l'affiche, c'est Véronique. C'est une œuvre assez populaire à l'époque. On aimait beaucoup dans les villes comme Caen les opérettes en langue française. Et donc, vous avez raison, il y a eu une période quasiment d'absence de théâtre pendant plus de 20 ans, puisque au-delà de la décision politique, après, il a fallu réunir les moyens budgétaires. Hein, la ville était un peu à genoux. Puis le pays était aussi encore dans les traumatismes de l'après-guerre. Et donc, il a fallu attendre 63 pour qu'un théâtre soit de nouveau inauguré dans la ville de Caen. Donc, pratiquement 20 ans d'absence après la destruction de 1944. Alors, il y a eu un lieu provisoire qui a été amené, entre autres, par l'armée américaine, qui s'appelait le Tonneau, et qui était à l'emplacement à peu près en face du stade Elitas, pour ceux qui connaissent Caen, à côté du centre de la Prairie. Voilà. Et donc, Jo Tréhard, effectivement, c'est un homme qui fait partie vraiment de l'histoire de ce mouvement de l'éducation populaire, qui était un mouvement qui a été très, très puissant après le traumatisme de la guerre. On est clairement dans une époque où, effectivement, on revendique que la culture est un moyen de ne plus jamais revivre ce qui s'est passé. Il y a une prise de conscience, de pensée que la culture doit être un élément qui peut contribuer à éviter de retrouver la barbarie et les atrocités qu'on a connues durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a tout un mouvement d'idéaux et d'intellectuels et d'artistes qui vont s'engager. Et Tréhard est le grand, j'allais dire, artisan, architecte de ce mouvement à Caen. Alors, il est effectivement comédien, mais aussi metteur en scène. Et c'est lui qui va, effectivement, aux côtés de Guilloux, va préparer, concevoir le nouveau théâtre de Caen. Alors, c'est un théâtre qui va être inauguré en 1963, en fait, sous la forme d'une maison de la culture. Entre autres parce qu'effectivement, à l'époque, la ville n'a pas les moyens de se reconstruire un théâtre aussi important et a besoin de l'aide de l'État. Ce qui était normal aussi, d'ailleurs, hein, qu'il y ait une aide de l'État à ce moment-là. Alors, il y a un petit rendez-vous raté avec l'histoire. Ce qui est dommage pour Caen et pour ce théâtre, c'est que le maire de l'époque, M. Louvel, a envoyé un carton d'invitation à Malraux, au ministre de la Culture, en invitant à l'inauguration du théâtre municipal de Caen. Ce qui a évidemment fortement déplu à Malraux.
Alors, vraiment, l'État a très soutenant, très contributeur de cette restauration. Et qu'en plus, je crois qu'il y a des micros qui doivent être allumés, ça fait écho. Ouais, je pense que tous ceux qui ont un micro allumé doivent l'éteindre. Florence Villa, Gauthier, Castella, Barbara, Florence Villa, Giloudis. Voilà. Parce que là, on entend. Ça va mieux là. Voilà. Donc oui, donc je disais, c'est un rendez-vous manqué dans l'histoire, de l'histoire de la décentralisation culturelle et même l'histoire de la ville de Caen, parce que maintenant, finalement, on retient que c'est la Maison de la Culture du Havre qui est la première maison de la culture en France, alors que c'est faux, puisque Caen a été réouvert avant le Havre et était la première. Bon, mais il y a eu cette maladresse, alors qui était peut-être une maladresse involontaire ou volontaire. Je pense qu'il y avait le fait que la ville de Caen, je pense que n'était pas encore dans une position politique d'accepter de partager ce projet du théâtre de Caen avec l'État, et entre autres avec évidemment les cahiers des charges, les obligations qui étaient associées au label de Maison de la Culture. Je rappelle que les Maisons de la Culture, donc, c'est aussi un projet très novateur à l'époque après la guerre, l'idée étant d'imaginer des lieux ouverts à toutes les disciplines artistiques. On est vraiment dans un changement de monde. En 1944, le théâtre de Caen qui est détruit, c'est un opéra, un lieu de musique uniquement. Et donc, après la guerre, en 1963, l'idée, c'est de rouvrir un lieu qui est ouvert à tout le champ du spectacle vivant, le théâtre dramatique, bien évidemment, la danse, la musique classique, évidemment, mais les musiques, et puis, évidemment, l'opéra. Donc, c'est vraiment aussi un changement de pensée de la part de l'État, organisateur de la vie culturelle au niveau national et en France, et en province. Alors, cette aventure de Maison de la Culture, elle va s'interrompre brutalement après mai 68. Vous savez qu'à Caen, donc Caen a été une ville extrêmement active sur le front de ce mouvement de contestation. C'est d'ailleurs à Caen que s'est fait la première fois où le mouvement ouvrier a fraternisé avec les étudiants de l'université de Caen. C'était la première fois que les deux mouvements contestataires se fusionnaient ensemble. Et le théâtre de Caen, à l'époque, donc, se retrouve à être une forme un peu de théâtre de l'Odéon bis, avec des gens qui l'occupent et qui refont le monde 24 heures sur 24. On sait que dans ces situations, c'est très difficile pour un directeur de lieu parce que très vite, évidemment, il est taxé soit de social traître par une partie des occupants qui estiment qu'il n'est pas assez révolutionnaire, et aussi par, évidemment, pour le coup, la ville de Caen qui, à l'époque, est plutôt conservatrice et qui pense, a l'impression que son directeur est en train de basculer dans la révolte. Bon. Tréhard, en fait, avait une posture très, très complexe. C'est très compliqué d'avoir un théâtre occupé. Et bon, il en a payé le prix fort, puisque après le mouvement de 68, il va être remercié par la ville de Caen et exclu du théâtre de Caen. Alors, ça se fait quand même aussi dans l'esprit quand même normand. C'était peut-être un peu le côté peut-être ben que oui, peut-être ben que non, au sens que finalement, il est exclu du théâtre de Caen, mais tout de suite, un certain adjoint qui s'appelle Jean-Marie Giraud va tout de suite veiller à ce que Tréhard reste sur Caen et lui donne un lieu qui sera effectivement l'embryon du futur Centre dramatique national de Caen, dont vous parliez tout à l'heure. Et il l'installe donc dans ce lieu qui aujourd'hui est toujours la salle canaise du Centre dramatique national de Caen, Normandie, à savoir le théâtre des Cordes, qui est cette salle qui est à côté du sépulcre, en proximité des remparts du château de Caen.
Et donc, Tréhard va s'installer là, va redémarrer un projet. Malheureusement, il va être rattrapé par la maladie. Il va mourir d'une leucémie foudroyante, entre autres, je pense, causée par toute la tristesse qu'il a eue à quitter, je pense, le théâtre de Caen en 1968. Pour le coup, le théâtre de Caen, lui, il va devenir un lieu, ce que j'appellerais un peu un garage. Ce n'est pas très gentil, mais c'est un peu quand même ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir un théâtre qui va être exploité sous le principe de la sectorisation. Alors, la sectorisation, c'est un terme assez bizarre, mais qui correspond en fait à un projet à l'époque pour le théâtre de Caen. C'est de confier à des programmateurs spécialisés le projet, le pilotage global du théâtre de Caen. Donc, en fait, on n'a pas un directeur, mais on a un ensemble de directeurs, un en charge de la variété, du jazz, un en charge du théâtre dramatique. Donc, c'est pour le coup, d'ailleurs, le retour du CDN dans les murs du théâtre de Caen. C'est assez un peu paradoxal par rapport à ce qui s'était passé. Et pour le coup, on refait appel au CDN pour faire la programmation de théâtre dramatique au théâtre de Caen. Et puis, il y a évidemment un directeur en charge de l'opéra, et puis le directeur du conservatoire qui, lui, a des créneaux pour jouer un programme de concert au théâtre de Caen. Et puis, il y a aussi un programmateur danse qui sera l'embryon du futur Centre chorégraphique national de Caen, pour le coup. Alors ça va durer jusqu'en 89. Et en 89, Jean-Marie Giraud, sur les conseils du directeur de la culture de l'époque, qui s'appelait François-Xavier Auville, et de Chantal Rivière, qui a été une personnalité extrêmement importante dans la vie culturelle canaise, qui était l'adjointe de Jean-Marie Giraud en charge de la culture, il est décidé de renommer un directeur en charge de l'ensemble de la programmation du théâtre de Caen et de définir un nouveau projet. Donc, c'est François-Xavier Auville qui va finalement prendre la direction du théâtre. Ce n'était pas prévu d'ailleurs comme ça au début. Il y a eu en fait des appels à candidature qui ont été infructueux. Et puis, c'est décidé donc de recruter le directeur de la culture à la tête du théâtre. Je crois qu'il y a encore un micro. Oui, il y a un micro, Barbara Oudiz. Et puis, et Véronique aussi. Véronique, je crois aussi. Florence Chaperon. Non, ah, Florence, oui. Non, mais elle l'a fermé. Voilà. D'accord. Et donc, oui, alors Auville, il n'arrive pas complètement non plus quand même comme par hasard, puisqu'en fait, il est un des, j'allais dire, Catherine, je vois qu'il y a Brua et Geoffroy de Castéja aussi qui ont leur micro encore ouvert. Oui. Non, si mais moi, je viens de leur mettre, parce que vous pouvez couper tous si vous êtes l'organisatrice. Oui, normalement, Catherine, tu peux couper tout le monde et rallumer celui de Patrick. Ça sera plus simple et pour les questions-réponses, tu redonnes la main. Voilà, c'est ça. Et muet tous, mais monsieur Patrick Foll ne parlera plus. Non, mais tu le rouvres après. Okay. Muet tous et puis tu… Pardon, excusez-nous, monsieur Foll, mais voilà, muet tous et je vous redonne la parole où… Il suffit d'appuyer soi-même sur le micro. Voilà. Ça y est, je suis bon. Je suis revenu. Voilà. Oui, donc Auville, en fait, ce n'est pas non plus complètement hasard qu'il soit nommé directeur en fin 89, début 90, parce qu'en fait, il est à l'origine de ce coup fantastique en tant que directeur de la culture. Il décide de programmer au Théâtre de Caen un spectacle qui s'appelle Attis, un opéra de Lully, avec un certain William Christie. Mais un William Christie qui, en 87, n'est pas connu, à part, j'allais dire, les mélomanes pointus, les musicologues, les spécialistes de l'histoire de la musique. Donc, c'est un Américain qui a fui les États-Unis parce qu'il ne voulait pas faire la guerre du Vietnam, qui vient donc s'installer en France et qui va être un des grands acteurs de la renaissance de la musique française du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est un paradoxe, d'ailleurs. Enfin, ça montre que c'est toujours important d'avoir l'accueil d'artistes étrangers et de personnes qui ne viennent pas uniquement de la France, puisque voilà, quelqu'un qui a été le grand architecte
un des grands architectes qui nous a permis de redécouvrir l'extraordinaire répertoire français du XVIIe, Lully évidemment, et Rameau au XVIIIe siècle. Et donc, 87, Hauville fait un coup, j'allais dire, un coup presque de poker. Il décide de mettre 90% du budget dont il disposait, lui, pour programmer des événements à Caen sur une représentation d'un spectacle, d'un opéra, Atis de Lully. Et donc, ce spectacle, il est créé, il renaît à l'Opéra Comique à l'époque, qui est la grande salle, l'autre grand théâtre national lyrique à Paris, aux côtés de l'Opéra de Paris. À l'époque, d'ailleurs, il n'y a que l'opéra, que la salle du boulevard des Italiens qui existe, le Palais Garnier. Il n'y a pas la salle de la Bastille encore à l'époque. Et Thierry Fouquet, qui est à l'époque le directeur, fait ce pari de remonter cette œuvre qui a été une des grandes œuvres de la cour du roi Louis XIV à Versailles, avec donc une équipe artistique qui réunit ce chef d'orchestre, William Christie, d'origine américaine, et un certain Jean-Marie Villégier, qui va être un de nos plus grands metteurs en scène français par la suite. C'est un coup de maître, et il y a une seule, donc il y a de mémoire, il y a 6 représentations à Paris, et une seule date en dehors de Paris, c'est à Caen, au théâtre de Caen. Et cette représentation-là, pour ceux qui y sont présents, il y a du public partout dans les marches, parce que l'événement au début à Paris, moi je l'ai vu, moi j'étais jeune, je venais de commencer de travailler, j'avais acheté des places pour aller voir Atis, et ça a été un des éléments qui a changé ma vie. Je suis un enfant d'Atis, je le revendique, parce que je suis sorti de cette représentation, ma vie avait changé. Et ça a été un choc esthétique. Et je me souviens que je suis allé sur une des premières dates et il y avait de la place. L'opéra comique n'arrivait pas à vendre tous ses billets. Alors à Caen, évidemment, ils ont eu la chance, c'était qu'ils étaient au bout des représentations à Paris, et ça a été une bombe. Parce que subitement, la presse a parlé de cet événement en disant que c'était une renaissance exceptionnelle. Ça a été un grand catalyseur dans la vie artistique française. Et donc à Caen, c'était sold out. Et bon, moi, je ne suis pas allé à Caen à l'époque, je n'avais pas de raison d'être là. Et on m'a raconté, par contre, qu'il y avait des gens assis dans les marches, que c'était absolument bourré à crack. Et ça a été un événement aussi dans la vie caennaise, parce que là, il y a eu un choc comme moi, je l'ai ressenti à Paris. Et ça a évidemment donné énormément de légitimité à Hauville pour asseoir un projet en 90 qui était un projet très novateur dans le paysage lyrique français, à savoir mettre, en valeur un ensemble baroque spécialisé en faisant venir, pour le coup, les arts florissants à Caen en résidence. C'est la première aussi décentralisation d'un ensemble spécialisé qui évidemment était plutôt parisien, parce que par la force des choses, parce que les musiciens qui composaient l'orchestre des arts florissants à l'époque étaient plutôt des gens qui habitaient Paris. Et donc, cet orchestre s'installe, évidemment avec toute la force artistique que ça génère, s'installe au Théâtre de Caen en résidence. Et cette résidence, elle va durer 25 ans, ce qui est un record aussi de durée, puisque les arts florissants vont quitter le Théâtre de Caen à la fin de l'année 2015 pour partir en tant qu'artiste associé à la Philharmonie de Paris, qui est ce nouveau grand lieu de la musique en France sur le parc de la Villette. Voilà, donc Hauville redémarre un projet dans lequel, comme je vous l'ai dit, donc, la musique est au cœur du projet, mais en même temps un projet sur lequel il a une vision globale et où il va effectivement garder l'héritage historique de ce qui s'est passé avec la sectorisation, c'est-à-dire revendiquer une scène pluridisciplinaire où l'ensemble des formes du spectacle vivant sont à l'affiche, mais en même temps, évidemment, avec une dominante musicale. Et pour le coup, quelle dominante musicale? La dominante baroque, qui va devenir un des éléments de l'ADN du Théâtre de Caen. Alors moi, j'ai connu évidemment cette période avec François-Xavier Hauville, puisque je suis arrivé en novembre 1994 au Théâtre de Caen et que j'étais son administrateur. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, je venais du monde de la finance, dont j'étais un grand amateur de spectacles et d'opéra, et en particulier d'opéra baroque, et que c'est vrai qu'une des motivations que j'avais eues pour venir à Caen, c'était le fait que les arts florissants étaient en résidence. Pour moi, c'était un ensemble
exceptionnelle et qu'évidemment, je me disais que c'est une opportunité extraordinaire en étant administrateur du théâtre de pouvoir travailler en lien avec cet artiste et cette équipe artistique des Arts Florissants. Donc, je l'ai bien connu et je suis resté l'administrateur d'Oville jusqu'à son départ en 1999 pour l'Opéra de Lausanne. Alors là, il y a eu une succession qui ne s'est pas très bien passée, puisque c'est toujours difficile de trouver quelqu'un pour prendre un théâtre et un théâtre de l'importance de Caen. Bon, ça n'a pas bien marché. Et moi, je me suis retrouvé à être directeur par intérim dès l'année 2000. Donc, c'était très rapproché. Et j'ai été nommé directeur à partir de l'année 2001. Et pour le coup, j'ai défendu auprès de la ville, avec un changement de municipalité, puisque je rappelle qu'à ce moment-là, Jean-Marie Giraud a cédé son fauteuil de maire à Brigitte Le Breton, qui était une adjointe de l'équipe municipale de Jean-Marie Giraud, mais qui était totalement nouvelle en tant que maire de la ville de Caen. Et donc, c'est elle qui m'a nommé en 2001. Et moi, j'ai défendu, pour le coup, un projet où je voulais inscrire mon travail dans la suite de ce qu'avait initié François-Xavier Oville depuis 1990, c'est-à-dire 9 ans. Alors, évidemment, avec des visions un peu différentes, mais on a chacun nos sensibilités. Mais l'idée, vraiment, c'était en tout cas de consolider cette spécificité caennaise, à la fois théâtre pluridisciplinaire et théâtre, entre guillemets, à identité revendiquée baroque. Alors, juste pour prendre un petit terme un peu de jargon technique, dans les maisons d'opéra, il y a ce qu'on appelle, vous avez 2 familles de maisons d'opéra en France. Il y en a 25. 25 maisons. On est dans un système très particulier. Vous avez Paris, c'est domaine de compétence de l'État, puisque l'Opéra de Paris, c'est un financement exclusivement du ministère de la Culture, comme l'Opéra Comique. Vous avez un opéra qui avait été beaucoup développé du temps de Jacques Chirac, qui, en tant que maire de Paris, voulait aussi évidemment se donner un habit pour être présidentiable, je pense. C'était sûrement un élément aussi qui concourait à son statut de futur président de la République. Et donc, le théâtre du Châtelet a eu un développement extrêmement important à l'époque. C'est le théâtre de la ville de Paris, comme le théâtre de Caen est le théâtre de la ville de Caen. Et à cette époque, il y a eu une volonté de faire de cette maison un grand lieu d'opéra et de théâtre musical pour Paris et pour la France. Mais dès qu'on quitte le périphérique de Paris, on est dans un schéma totalement inverse, c'est-à-dire que la compétence lyrique est une compétence locale. C'est-à-dire que l'État s'efface complètement et ce sont les collectivités locales et au premier chef les villes ou les intercommunalités maintenant qui sont les opérateurs des maisons d'opéra en dehors du périphérique. Et vous en avez à peu près 25 maisons à l'échelle de ce pays de plus de 68 millions d'habitants, ce qui, vous en conviendrez, reste un chiffre raisonnable. 25 théâtres lyriques pour notre grand pays, ça n'est pas beaucoup et c'est sûrement, en tout cas, beaucoup moins que ce qu'on connaît en Allemagne, où il y a une tradition lyrique beaucoup plus forte. D'ailleurs, quand vous dites 25, monsieur Foll, quand vous dites 25, est-ce que chaque région est pourvue à minima? Alors non, alors dans l'ancienne carte, des régions, alors avant les grandes régions, non, il y a Poitou-Charentes, par exemple, qui n'avait pas d'opéra. D'accord, précédemment. Il n'y a plus d'opéra, oui. Comme la région Auvergne n'avait plus d'opéra. Il y a un centre lyrique, mais qui n'est pas un opéra. C'est une compagnie qui monte des projets lyriques, mais ça n'est pas un théâtre lyrique. Donc, vous aviez 2 régions déjà. Et puis, il y a une situation liée à l'histoire de l'opéra en France, c'est-à-dire que les opéras, les 25 de province, enfin de la France, ils se répartissent plus sur un arc est, nord-est et sud-est, c'est-à-dire la tradition, par exemple, de l'Alsace, mais aussi de la Lorraine, avec un opéra à Metz, un opéra à Nancy, un opéra à Reims. Donc, vous voyez, la Grand Est est très fournie avec un opéra à Strasbourg et un petit opéra encore à Colmar. Ouais. Et évidemment, la région PACA aussi, parce qu'il y a le lien de l'opéra avec la culture, entre guillemets, latine, où vous avez un opéra à Marseille, un opéra à Avignon, un opéra à Nice, un opéra à Toulon, plus l'opéra de Monaco, même si ça n'est pas la France, mais enfin, en tout cas, il est quand même aussi dans le dispositif régional. Alors que vous voyez, sur des régions comme, par exemple, la Bretagne, qui est une grande région en termes d'espace de géographie, il n'y a qu'un opéra à Rennes,
qui d'ailleurs est un opéra historique dans un très joli bâtiment qui date du XVIIIe siècle et qui est une petite salle de 700 places. Donc, ce qui est à l'échelle d'une région comme la Bretagne, c'est tout petit. Et puis, voilà, donc on est sur un système très, très différent, en tout cas, entre Paris et la province. Et dans cette famille des 25 maisons d'opéra, vous avez deux grands systèmes différents. Vous avez ce qu'on appelle les opéras avec masse artistique permanente, c'est-à-dire des maisons qui sont l'héritage des anciennes maisons d'opéra, essentiellement 19e et 20e siècle avant la guerre, c'est-à-dire qui ont un orchestre, un chœur permanent qui est rattaché à la maison. Voire une troupe de chanteurs aussi, comme c'est le cas parfois, et ce qui est le cas aussi beaucoup en Allemagne, voire aussi un ballet qui est rattaché à la maison. Le meilleur exemple en France, c'est l'Opéra national de Bordeaux, qui lui a tout. Il a un orchestre symphonique, il a un chœur permanent et il a un ballet. Une très grosse maison. Et puis, vous avez une famille qui est ceux qu'on appelle les sans masse artistique permanente. Alors, c'est le modèle de Caen, c'est le modèle, par exemple, de l'Opéra Comique à Paris, c'est le modèle de l'Opéra de Lille, c'est le modèle aussi de l'Opéra de Dijon. Ce sont donc des maisons d'opéra qui ont décidé de ne pas avoir un orchestre permanent en leur sein, ni de chœur permanent, mais qui ont par contre souhaité faire de l'opéra avec des ensembles spécialisés qu'ils invitent sur les projets. Donc, c'est un système qui permet aussi pour le public de ne pas entendre toujours le même entre guillemets, orchestre ni le même chef, et donc d'avoir aussi une variété entre guillemets, de propositions à la fois en termes de répertoire, puisqu'il faut savoir que chaque chef a toujours son domaine de prédilection. C'est clair que chaque chef a des affinités musicales, donc il va avoir soit une époque, soit un courant, soit des compositeurs qui sont, j'allais dire, ses dadas. Et donc, évidemment, le fait de pouvoir faire appel, comme à Caen, à des ensembles différents qui sont animés donc par des artistes différents, ça offre, au-delà de la diversité déjà dont je vous parlais, qui est la diversité intrinsèque pluridisciplinaire, une autre diversité au sein de l'opéra. Alors, moi, je suis très, vous l'avez compris, hein, je suis un fervent défenseur de du pluridisciplinaire. Je crois beaucoup à ça parce que je pense qu'aujourd'hui, et surtout en tout cas pour des villes comme la taille de Caen, on n'a pas de public, si vous voulez, spécialisé suffisamment nombreux pour, entre guillemets, faire vivre un genre particulier. On a un public ici à Caen qui est formidable. Vous parliez tout à l'heure de 120 000. On a même réussi, avant la fermeture du théâtre pour travaux, à approcher le seuil des 150 000 sur la saison. Alors, avec des événements gratuits, hein, pas que du payant. Mais les grandes années, on est capable de faire 85 000 billets vendus, ce qui nous situe Caen dans la tête de liste des grandes scènes du spectacle vivant en France, en dehors de Paris. Il faut savoir que, par exemple, ce n'est pas pour dénigrer d'autres collègues, mais par exemple, l'Opéra de Lille, qui est considéré comme une des très grandes maisons d'opéra en France, bon, c'est une maison qui ne fait que de l'opéra, qu'une proposition de saison chorégraphique. Ils ne font pas de concert parce que vous savez qu'à Lille, il y a la présence de l'Orchestre national de Lille qui dispose de son propre auditorium. Et pour le coup, l'Opéra de Lille, qui paraît comme ça, nous sommes beaucoup plus important que le théâtre de Caen, il est sûrement très important en termes de lieu de production, mais en termes de fréquentation, c'est 45 000 spectateurs payants. Vous voyez, c'est beaucoup moins que les 85 000 spectateurs. Oui, parce qu'on est sur une discipline artistique qui est l'opéra. Là, justement, le côté pluridisciplinaire, polymorphe, permet d'avoir une porte d'entrée beaucoup plus large. Et pour le coup, permet d'atteindre ce score qui est un score, encore une fois, est tout à fait exceptionnel en province et exceptionnel pour une ville qui fait quand même 106 000 habitants et un territoire, on va dire, une zone de rayonnement qui est de l'ordre de 300 000 habitants, puisque voilà, on est à peu près sur ces échelles-là. Donc, alors justement, ces bons chiffres, ils datent de quand en fait? Les 110 000, 120 000, ils ont été atteints assez vite? Ils ont été atteints. Alors, en fait, moi, j'ai réussi à doubler en fait le nombre de spectateurs dont j'avais hérité de mon prédécesseur au bout de ma 8e saison. C'est-à-dire qu'au bout de la 8e saison, j'avais doublé le chiffre que réussissait à faire mon prédécesseur dans les meilleures années.
Et ça, ce travail-là, je l'ai mené en allant chercher un public au-delà du territoire de Caen, évidemment Caen intramuros, et aussi au-delà de l'intercommunalité de Caen, c'est-à-dire ce qui correspond au périmètre qu'on appelle administrativement Caen-la-Mer. Et donc, c'est en allant chercher du public, essentiellement beaucoup ce que j'appellerais des néo-ruraux, des gens qui vivent dans tous les cantons du Calvados, y compris évidemment le bord de mer, mais aussi les cantons campagnards, et puis aussi les petites villes du département, et puis aussi les petites villes de la Manche et de l'Orne. Et je suis arrivé à un moment à réussir à avoir des clients dans tous les cantons du Calvados et des clients dans tous les cantons de la Manche à l'exclusion de 2 cantons, ce qui quand même est assez exceptionnel. Et même chose avec l'Orne. Et c'est grâce à ce public-là que je suis allé chercher sur ces territoires que j'ai réussi à développer le public, parce que ce n'est pas le public, entre guillemets, de Caen en tant que tel il a suivi. Il y a eu un développement, mais pas dans la proportion de le doubler. Mais alors, qu'est-ce que vous leur avez proposé pour qu'ils viennent comme ça faire 1 heure de voiture pour venir assister à un spectacle? Qu'est-ce qui les a attirés? Alors, je les ai attirés en leur proposant des choses qu'ils ne pouvaient pas voir justement en proximité, même dans les petites communes qui étaient les plus proches de leur habitation. Je leur ai proposé pour le coup des grands rendez-vous, la venue de grandes compagnies, de grands artistes français, internationaux. Et j'ai fait le pari aussi des séries de représentations. C'est-à-dire que j'ai allongé les temps d'exploitation ici au Théâtre de Caen. Au lieu de dire j'ai un bol, entre guillemets, canet qui me permet, avec une jauge de 1060 places. C'est quand même un théâtre assez grand, hein, c'est grand, 1060 places. J'ai fait le pari de dire bon, j'ai un bol avec les canets et mon public habituel qui est de l'ordre de 3 dates, 3 représentations. Je fais le pari d'en programmer 5 et ça va me permettre d'aller justement chercher les 2000 spectateurs que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Alors, en partant d'un constat quand même qui était que je savais qu'un des leitmotifs qui revenait souvent comme critique à l'égard du théâtre de Caen, c'est qu'on disait « Ah, mais c'est toujours complet dans ce théâtre ». Quand on se réveille un peu à la dernière minute et qu'on voit que dans l'Ouest France, il y a à la venue d'un spectacle exceptionnel avec des critiques dithyrambiques, on appelle la billetterie, mais on nous dit trop tard, il n'y a plus de place. Alors, je me suis dit, prenons-les au mot, et j'ai pris le pari donc d'allonger. Alors, j'ai fait ça progressivement, hein, je n'ai pas fait tout de suite le saut de 3 à 5, j'ai fait 3 à 4, et puis de 4 à 5, et puis parfois, j'ai même fait 10 fois, 10 dates. Et puis, j'ai fait des projets aussi qui étaient des projets avec des artistes qui sont des artistes qui ont une capacité de mobilisation d'un public qui va au-delà du public habituel de nos salles. Par exemple, Cirque Plume, c'est moi qui j'ai vraiment souhaité, ça c'était une nouveauté, j'ai souhaité faire venir Cirque Plume dès ma prise de direction. Et cette aventure de Cirque Plume, qui est une aventure unique hein, dans le nouveau cirque en France et dans le monde, c'est quand même des gens. J'ai fait un spectacle où je l'ai programmé 2 fois le même spectacle. La première fois, j'ai fait 16 dates et la deuxième fois, j'ai fait 13 dates et c'était plein. Ça veut dire qu'à l'échelle d'un théâtre, j'ai fait 29 000 spectateurs sur cette même proposition artistique. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait aussi Bartabas, qui est sans aucun doute un de nos grands artistes, qui a une capacité de mobilisation bien au-delà du public habituel de nos salles. Et je l'ai fait venir 2 fois avec son chapiteau, ici avec Zingaro. Et on a fait, la deuxième fois il est venu, on a fait 25 000 spectateurs, ce qui est énorme pour un seul spectacle, 26 000. Et donc, aujourd'hui, vous avez cette pluridisciplinarité, opéra, musique, toutes sortes, tout type de musique, hein, le jazz, les concerts classiques, la danse, le cirque, enfin, etc. Et au fond, en termes de surprise, dans les 3-4 dernières années, quelle est la discipline que vous n'avez pas vue arriver comme ça et qui plaît Alors, là, dans Seul, en tout cas, alors, pour tout vous dire, quand même, je les ai vus arriver, mais dans une proportion de ce que ça a amené comme révolution. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, pour le coup, là, je pense, une révolution. Clairement,
c'est ce qu'on appelle le mouvement du nouveau cirque. Ah oui. Alors, qui est un terme qu'il faut prendre avec des… Il ne faut pas s'arrêter au terme cirque, hein. Il faut plus s'arrêter au terme nouveau. Parce que vous avez là, aujourd'hui, des artistes qui inventent une forme complètement nouvelle dans le spectacle vivant, qui revendiquent, alors là, pour le coup, clairement, un métissage de tous les genres, croisement entre la musique, le théâtre sans parole, la danse. C'est d'ailleurs devenu, pour le coup, entre guillemets, un concurrent de la danse contemporaine. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a un public qui allait voir de la danse contemporaine qui, aujourd'hui, est plus attiré par le travail chorégraphique de circassiens que le travail chorégraphique de danseurs. C'est vrai que là, il y a une forme nouvelle qui a surgi et qui est une révolution. Vous avez d'ailleurs un grand festival en Normandie, oui, j'allais vous dire, exceptionnel, qui s'appelle Spring. Bon, c'est pas très normand, mais enfin, ça date du normand du XVe siècle, à l'époque de l'occupation anglaise. Mi-mars. Il reste des traces. Et donc, c'est mi-mars. Et bon, d'ailleurs, c'est un fait. Vous voyez, aujourd'hui, une page dans le Monde sur l'événement Spring en Normandie. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une page dans le Monde pour parler de quelque chose qui se passe ici, dans notre belle région. Enfin, on peut rappeler aussi qu'il n'y a plus d'animaux dans les nouveaux arts du cirque. Hein, il n'y a pas d'animaux. Mais c'est important de le dire, il n'y a pas d'animaux. Là où je dis que le terme de cirque est à prendre avec des pincettes. Bah oui, bien sûr. Comme il n'y a pas forcément ces numéros, on va dire, de virtuosité technique dans les agrès. C'est plus des formes où on invente un nouveau langage de spectacle vivant. Moi, je dis souvent que c'est plutôt pour moi du théâtre sans parole. C'est-à-dire que cette forme universelle, quelque part, qui était l'école du mime, entre autres, qui est complètement révolutionnée à travers ça. Et pour le coup, sont des artistes qui touchent, alors là, un public dans des proportions. Et moi, alors là, ce mouvement-là, je m'en suis emparé aussi pour révolutionner l'opéra, puisque j'ai été à l'origine d'un des grands spectacles qui s'appelle le Ballet Royal de la Nuit. Je ne sais pas si ce spectacle, vous en avez entendu parler, mais qui était un pari, au même titre qu'Atis, quelque part à l'époque, puisque c'était redonner naissance à une œuvre qui fait partie de l'histoire de France. Le Ballet Royal, c'est une forme qui est avant l'opéra français, c'est-à-dire avant qu'on invente l'opéra en France, que Lully prenne ses marques à la cour du roi et codifie ce que va être la tragédie lyrique française. Le Ballet Royal, c'est donc l'ancêtre, c'est une forme primitive d'un point de vue historique, hein, pas d'un point de vue artistique. Et alors, ce Ballet Royal de la Nuit, c'est une œuvre qui naît à Paris dans une période très particulière qui marque la fin de la Fronde. Vous savez qu'il y a eu, au moment où le jeune roi est arrivé au pouvoir, après son père Louis XIII, il y a une partie des seigneurs de province qui se sont dit on ne va pas se faire avoir, comme on a commencé à se faire avoir par Louis XIII, qui commençait à mettre en place un système de monarchie absolue. Donc évidemment, des pertes importantes de pouvoir pour des seigneurs de différentes régions. Ils se sont dit, on va profiter de la jeunesse de Louis XIV qui était mineur, parce que vous savez qu'il est arrivé, il s'est retrouvé à être le successeur de son père à peine à l'âge de 7 ans. Et ils se sont dit, certains, on va lui faire la peau. On va renverser le jeune roi Louis XIV. Et donc, il y a eu 6 ans, 7 ans de guerre civile en France avec la Fronde. Et au moment des 13 ans de Louis XIV, finalement, la monarchie reprend la main sur tous ces frondeurs. Bon, il y a eu le terme frondeur repris à l'époque de Hollande, hein, mais vous savez qu'on a revécu la fronde avec la présidence de Hollande. Mais oui, quelque part, ça reprenait bien cette chose-là. L'idée, c'était déstabiliser le pouvoir. Et donc, 13 ans, Louis XIV, avec Mazarin, reprend la main et on assoit de nouveau le jeune roi comme étant monarque du royaume de France. Et ce qui est génial, c'est que donc Mazarin, au lieu d'imaginer un défilé militaire, comme pourrait peut-être faire un certain monsieur dont on parle beaucoup sur la place Rouge, ou à Paris, devant le Louvre, Mazarin dit il faut qu'on fasse une nuit de fête comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de France et comme on n'en a jamais vu en Europe. D'où le Ballet Royal de la Nuit. Donc, cette œuvre, elle naît en convoquant les meilleurs artistes du royaume et en imaginant un format qui est complètement anormal, qui est une nuit complète avec la symbolique du coucher du soleil, la nuit qui tombe,
donc la symbolique de cette période de 7 ans de troubles de la France. Et elle va se terminer en apothéose avec le lever du soleil, donc marque le début d'une nouvelle ère, et l'arrivée du jeune roi en costume d'or d'Apollon. Et c'est ça qui va donner naissance au mythe de Roi Soleil. Donc, vous voyez, c'est un truc hyper fort, c'est un coup politique et en même temps une œuvre artistique, puisqu'on fait travailler les meilleurs artistes de l'époque. Et Sébastien Dossé, qui est donc ce jeune chef d'orchestre que j'ai souhaité inviter avec son ensemble correspondance pour prendre la suite des Arts Florissants quand les Arts Florissants ont quitté la résidence du Théâtre de Caen en 2015, nous avons, dès 2017, donné naissance à cette œuvre. Il reste à peu près 3 heures de musique. Alors évidemment, il y a toute une partie qui est perdue parce qu'il n'y avait pas que de la musique, il y avait évidemment de la danse, il y avait sûrement de l'acrobatie, il y avait sûrement aussi beaucoup de nourriture, de repas, de vin. Ça va tenir quand même toute une nuit. Mais on a ressuscité ce qui restait, c'est-à-dire la partie musicale. On a fait un spectacle de 4 heures et pour le coup, j'avais souhaité faire appel à une artiste italienne d'origine. Il y avait une symbolique que je trouvais à travers Mazarin aussi, qui est quand même un Italien qui se retrouve quand même au cœur du pouvoir de la monarchie française. Et il se trouve que cette femme, à l'origine, elle est chorégraphe, elle est danseuse, mais elle a aussi travaillé avec l'École nationale des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Et pour le coup, je lui avais demandé de travailler sur la dimension circassienne. Et donc, on a fait travailler des acrobates et on a fait ces portées absolument incroyables qui étaient des portées avec des artistes qui sont à 4 hauteurs d'hommes. Vous dire 4 hauteurs d'hommes, c'est impressionnant. Tout ça sans filet. Et donc, évidemment, aussi, il y a toute une symbolique parce que ce que raconte le Ballet Royal de la Nuit, ce qui est fascinant, c'est l'intelligence du livret. C'est que le livret raconte clairement et dit les mots que la France a traversé une période de troubles, que ça a été une époque où on a failli renverser le pouvoir du roi, mais qu'aujourd'hui, toute la nation, tout le royaume se retrouve réuni autour du roi. Et donc, il y a un texte, et donc évidemment, cette symbolique d'hommes levés et d'hommes en plus agrandis à 4 hauteurs, c'était très fort. Bon, voilà. Donc, écoutez, le cirque aujourd'hui nourrit l'opéra. Enfin, oui. Là, donc, le Ballet Royal de la Nuit, si un jour, voilà, il revient en production, on saura que voilà, il ne faut pas rater ça. Il existe en DVD et peut-être encore sur la plateforme de France Télévisions. Culture Box le repasse régulièrement, parce qu'on a pu le capter. Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour le tuyau, parce qu'on ne manquera pas. Et puis sinon, pour les nouveaux arts du cirque, alors moi, je suis à 100% avec vous, parce que je trouve que c'est une discipline méconnue qui est absolument extraordinaire et qu'il faut vraiment découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, peut-être concernant aujourd'hui, puis après, on va voir s'il y a quelques questions. Il y a aussi une dimension transmission, je crois, au théâtre de Caen, avec la maîtrise laïque, hein, qui fonctionne assez bien. Je crois qu'en ce moment, il y a des auditions d'ailleurs. Et puis, parlez-nous aussi quelques minutes de toutes les coopérations que vous mettez en place avec le cinéma luxe, avec le musée, avec justement le CDN. Enfin, vous travaillez vraiment de concert avec les autres institutions. Quelques minutes, puis après, on voit s'il y a des questions. Et Catherine a une dernière question avant que les participants ne les posent. Alors, donc oui, la transmission, c'est au cœur de nos métiers. Les théâtres, nous sommes là aussi pour être évidemment… Voilà, il y a un enjeu de tout ce qu'on appelle un répertoire patrimonial. On est dans une notion de patrimoine. Nous, c'est un patrimoine vivant, ce n'est pas un patrimoine architectural, c'est un patrimoine vivant qu'il faut faire vivre. Et donc, il est important qu'on soit, j'allais dire, à la fois acteur pour soutenir des artistes qui souhaitent justement assurer la vie, le maintien en vie et la découverte aussi, parce qu'on a écrit énormément de musique. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, la musique contemporaine, c'est un sujet où le public a du mal à aller de lui-même découvrir de la musique d'aujourd'hui. Il faut savoir que nos prédécesseurs, eux, au contraire, ce qu'ils voulaient, c'était de la nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, les œuvres, ce qui excitait le public, c'était d'aller découvrir une nouvelle œuvre. Et les œuvres, pour le coup, elles tombaient très vite dans l'oubli, parce qu'à part quelques chefs-d'œuvre, il y avait une telle foisonnement de création que de toute façon, les théâtres étaient saturés de création.
Donc, on a changé de temps, hein, pour le coup. Alors, il y a cet enjeu patrimonial de transmission. Et la transmission, évidemment, elle se fait à travers les artistes qui font ce travail de redécouverte et d'interprétation, parce que le but, pareil, c'est faire comprendre à un public d'aujourd'hui une œuvre qui a été écrite il y a 200 ans, 300 ans, il y a même 100 ans. Le monde a changé en 100 ans. Donc, il y a tout un enjeu de transmission à ce niveau-là. Et puis, on a la chance à Caen d'avoir un chœur de garçons, qui est donc une maîtrise, qui est un projet qui est porté à la fois par l'Éducation nationale dans le cadre d'horaires aménagés, le Conservatoire de Caen et puis le Théâtre de Caen. Alors peut-être d'abord une petite précision, c'est que c'est une maîtrise de garçons. Alors c'est pas que je suis contre les filles, je vous rassure. C'est qu'il se trouve que les voix de garçons ne sont pas pareilles que les voix de filles, puisque les filles n'ont pas de mue. Elles ont une voix qui va se modifier, mais pas du tout dans la même proportion qu'une voix de garçon. Une voix de garçon, avant la mue, il a une voix de fille d'ailleurs. Il chante soprano ou alto, qui sont des tessitures féminines. Et à l'âge de l'adolescence, la voix va basculer, va changer. D'ailleurs, elle est terrible parce qu'il y a un côté chant du cygne, c'est-à-dire qu'un très bon chanteur soprano, il peut devenir un exécrable chanteur baryton après. C'est-à-dire qu'une très belle voix de soprano ne vous assure absolument en rien d'avoir demain, avec votre nouvel instrument vocal, d'avoir une belle... C'est terrible pour ça. Il y a un côté vraiment renoncement, abandon, disparition. Enfin, c'est un premier deuil, je pense, dans la vie d'un futur adulte. Est-ce que c'est la majorité des garçons dans ce cas ou... Tous. Ils y passent tous. Ils passent tous à la mue et ils sont tous soprano ou alto. Oui, non, je sais qu'ils passent tous à la mue, mais est-ce que... heureusement. Alors, heureusement, il y a quelques-uns, dont on a quelques représentants extraordinaires qui sont des anciens de la maîtrise de Caen et qui aujourd'hui font une carrière internationale, qui sont des grands chanteurs maintenant reconnus et qui sont donc originaires de Caen. Et il y en a deux dont je peux vous parler. C'est Cyril Dubois, qui est un ténor, qui chante aujourd'hui à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de Vienne, à la Scala de Milan. Il sera d'ailleurs à l'affiche du Théâtre de Caen, qui fait le rôle de Ferrando dans Così fan tutte, qui sera à la toute fin du mois de mars. Production exceptionnelle que l'on accueillera à Caen à cette occasion, que j'ai faite avec le Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et puis, on a un baryton qui est Jean-Christophe Lagnès, qui est considéré aujourd'hui comme un des grands barytons français de demain, qui a une carrière déjà qui a démarré très fort et qui est un ancien de la maîtrise de Caen. Donc oui, heureusement, pour certains qui ont chanté, ils peuvent chanter encore. Et il y en a aussi beaucoup dans les anciens maîtrisiens qui n'ont pas fait le choix de devenir chanteurs professionnels, mais qui heureusement ont hérité d'une nouvelle belle voix et qui continuent de chanter à titre amateur dans des chœurs ou dans des formations amateurs. Et donc, avec le cinéma, le musée, en quelques mots peut-être avant. Alors l'idée, c'est tout simple, c'est qu'un théâtre, c'est un acteur d'un territoire. Ce n'est pas un objet isolé, c'est un acteur du territoire. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est nourrir le public en termes de pluridisciplinarité des disciplines, des formes. Et donc, pour le coup, j'ai noué des partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire, à savoir évidemment le Centre dramatique national, qui est là, pour le coup, le lieu complémentaire du travail que moi, je peux faire en termes de théâtre dramatique, où je vais être plus sur du répertoire. Et eux, ils sont plus théâtre contemporain, théâtre d'écriture contemporaine, mais ce qui est la vocation d'un centre dramatique national. Le centre chorégraphique aussi national, parce que aussi on a évidemment une complémentarité d'espace. Moi, j'ai une très grande salle avec un grand plateau, 1000 places, et le CCN, eux, ils ont ce qu'on appelle un studio. Et évidemment qu'on ne peut pas présenter les mêmes formes sur un très grand plateau que dans un studio. Et l'idée, pour moi, c'était de proposer au public plus de danse. Plus de danse, mais dans un esprit de complémentarité par rapport à ce que je peux faire. Et puis, pareil, toujours dans la réflexion des différentes formes artistiques, le musée, on a un musée magnifique à Caen, musée des Beaux-Arts, absolument extraordinaire. Donc l'idée, c'est aussi de convoquer et de montrer que les artistes, entre beaucoup de metteurs en scène, travaillent à partir de compositions picturales. Il faut savoir qu'il y a énormément de metteurs en scène qui imaginent leur mise en scène à partir de tableaux. D'ailleurs, c'est assez amusant quand on a des remises de maquettes qui sont ces présentations de projets au moment où on va rentrer dans la phase où on va valider le projet et qu'on va partir dans la construction proprement dite du décor et des costumes. Donc souvent, dans les images qu'ils nous présentent de leur projet de mise en scène, c'est des photos de tableaux. Donc on fait un parcours avec le musée
la dernière fois, on avait un metteur en scène d'origine colombienne qui a parlé des tableaux du Musée des Beaux-Arts de Caen comme étant une référence par rapport à son travail de metteur en scène. C'est-à-dire, lui, il n'a pas parlé évidemment de la technique picturale, mais lui, il a dit, voilà, ce tableau-là, moi, ce que je vois dedans, c'est un travail que j'ai fait à une époque sur une œuvre. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça me fait dire cette chose-là. Et puis, pareil, le cinéma, vous savez que le cinéma et le théâtre entretiennent des liens, et la musique, il y a énormément de musique dans le cinéma, donc il y a un lien naturel avec le cinéma, autour d'œuvres, autour d'artistes. Il y a beaucoup d'acteurs en commun aussi entre le monde du cinéma et du théâtre, et donc il y a une logique aussi à ce qu'évidemment on fasse, j'allais dire, un regard miroir avec le cinéma. D'accord. Catherine, je crois que tu as une dernière question. Une dernière question qui concernera évidemment maintenant les défis qui s'ouvrent au Théâtre de Caen aujourd'hui. Alors peut-être en 2 mots, défis politiques, peut-être liés à la réunification de la Normandie, l'impact que ça a pu avoir, défis financiers, peut-être avec le problème des subventions, et défis artistiques et générationnels, peut-être un mot sur la question de l'avenir de la musique classique dans les générations qui arrivent, comment on gère tout ça? Alors, bon, c'est trois questions importantes. Alors, la première question, sur la question de la Nouvelle-Normandie. C'est vrai que moi, je suis passé du jour au lendemain, finalement, de la seule scène lyrique de Basse-Normandie, puisque nous n'étions pas la même région avec Rouen, à, entre guillemets, deuxième scène lyrique de Normandie. Puisque, bon, vous savez qu'il y a un opéra à Rouen, et il se trouve qu'en plus, et ça c'est une spécificité liée à la région Normandie, c'est que l'opéra de Rouen est le seul opéra en dehors de Paris à être financé, et quand je dis majoritairement, c'est qu'en dans la situation normande, c'est quasiment exclusivement financé par l'échelon régional. Donc ici, en Normandie, par exemple, la région Normandie met 7,5 millions sur l'opéra de Rouen. Et le deuxième financeur, c'est l'État avec 1,5 million, et la métropole de Rouen ne met qu'1,3 million, alors qu'il s'appelle quand même Opéra de Rouen Normandie. On est presque dans la situation quelque part de l'Opéra de Paris, quelque part à Paris, où la ville de Paris met 0 et l'État met 100%. Bon, c'est encore plus fort pour l'Opéra de Paris. Donc, je suis dans une situation tout à fait unique d'abord dans le territoire français, puisqu'il faut savoir que, par exemple, l'Opéra national de région Rhône-Alpes, Lyon-Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes ne met qu'à peine 15% du budget de l'Opéra national de Lyon. Vous voyez qu'on est dans une situation très paradoxale ici en Normandie. Alors, évidemment que ça c'est pas facile avec une région qui a l'impression, si vous voulez, d'être opérateur déjà d'un opéra, de lui dire qu'il y en a un deuxième. C'est toujours compliqué pour des hommes politiques de se dire bah, j'en ai déjà un, il me coûte pas mal, en plus il me coûte cher, et il y en a un deuxième et qui en plus me dit mais moi aussi j'existe et j'ai un autre projet. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit, on a un petit débat, un petit enjeu qui n'est pas réglé encore avec l'équipe d'Hervé Morin. C'est la question de quel choix de politique culturelle à l'échelle de la Normandie. Est-ce que le choix, c'est effectivement un champion qui a une forme un peu de monopole et qui devient, j'allais dire, le référent et celui qui va organiser et imaginer la vie musicale et lyrique de la Normandie? Donc ça, c'est l'option qui, pour l'instant, est plutôt l'option de la région aujourd'hui, mais liée aussi à ce tropisme que la région est, entre guillemets, propriétaire de son opéra à Rouen. Donc, voilà. Et sinon, l'autre choix, c'est de se dire, est-ce que, à l'échelle d'un territoire qui est un territoire vaste et qui a une diversité, est-ce qu'on ne peut pas jouer plutôt de la richesse des différents projets qui existent, qui sont des projets structurants, et est-ce qu'on ne peut pas jouer plutôt justement de raisonner en complémentarité du fait que ce sont des maisons qui ont toutes les deux, Caen et Rouen, un rayonnement national et européen, mais qui sont effectivement des maisons qui font un travail différent sur le répertoire lyrique et même en termes de programmation, puisque mon collègue Armand ne fait pas le théâtre dramatique, et ne fait pas autant de propositions pluridisciplinaires que ce que je peux faire, en particulier sur le nouveau cirque. Donc ça, c'est un choix politique
Et alors on se parle, bon, il n'y a pas de signaux pour dire qu'en tout cas, il y aurait une inflexion de l'objectif de la région qui est, entre guillemets, de tout concentrer sur l'Opéra de Rouen. Le dernier épisode en date étant l'annonce qu'a faite Hervé Morin en novembre dernier, qu'il souhaitait fusionner les 2 orchestres régionaux qui étaient sur le territoire, à savoir que l'Orchestre régional de Normandie, qui était l'héritage de l'histoire de la Basse-Normandie, qui était donc cet orchestre qui est basé sur l'agglomération de Caen, il a exprimé son souhait que cet orchestre soit absorbé par l'orchestre de l'Opéra de Rouen et que l'Opéra de Rouen dispose à terme donc d'un orchestre symphonique de 60 musiciens permanents en réunissant la phalange actuelle de l'Opéra de Rouen de 40 musiciens avec à peu près les 17 de l'ORN. Donc, on est plutôt, vous voyez, dans un mouvement de concentration sur Rouen, c'est en tout cas l'objectif politique de la région. En même temps, la question de la couverture de la région. Le canton au fin fond de l'ouest de la Normandie, il va aller à Rouen. Il y a quand même une question. Oui, en tout cas, il y a plusieurs questions par rapport à ça. Parce que le discours qui est tenu, c'est de dire oui, on va fusionner, on va faire un très grand outil à Rouen. Mais ne vous inquiétez pas, le grand outil va aussi s'intéresser à ce qui se passe en dehors de Rouen. Bon, après, je veux juste dire une chose, c'est que 1 plus 1, quand ils sont fusionnés, ça ne fait pas 2, ça fait 1. Parce qu'un orchestre, c'est un orchestre. On ne peut pas refragmenter un orchestre. Il faut savoir que les mathématiques avec les orchestres, c'est très compliqué parce qu'on rentre dans des logiques. L'effectif, c'est une chose, mais il y a ce qu'on appelle la nomenclature d'orchestre. Un orchestre, ce sont des instruments. Ce n'est pas juste des personnes. C'est des personnes, bien évidemment, mais ce sont des personnes qui sont instrumentistes et d'un instrument. Or, quand vous êtes à la tête d'un opéra, vous avez un besoin, j'allais dire, récurrent, quasiment de cordes. Donc, en général, peut-être les instruments dont vous n'avez pas toujours besoin, c'est les vents, ça peut être les bois, ça peut être ces genres d'instruments-là où vous n'avez peut-être pas forcément besoin. Imaginons que vous en avez 4 permanents, vous n'avez pas besoin des 4 en permanence. Mais ce n'est pas avec les bois et, imaginons, un cor et un trombone que vous faites un orchestre. Parce que de la musique qui a été écrite pour uniquement bois, cor et trombone, il n'y en a quasiment pas. Ou alors, c'est de la musique qui est réarrangée, mais ce n'est pas des œuvres du répertoire. Donc, ça pose un problème par rapport à cet objectif politique. Et puis, il y a un autre problème politique, un problème technique, c'est qu'un musicien, quand il travaille à un endroit, il ne peut pas travailler en même temps à un autre endroit. Parce qu'il faut savoir que vous avez des conventions entre autres collectives des instrumentistes qui font que les temps de transport sont comptés comme des temps de travail. Donc, dès que vous mettez quelqu'un, par exemple, dans un bus qui partirait de Rouen pour aller jouer à Charbourg, ça fait une petite trotte quand même, le voyage de Rouen à Charbourg, c'est compté comme du temps de travail. Donc, c'est du temps en moins pour travailler, répéter et surtout jouer face à du public. Et puis, moi, en tout cas, je défends la notion que nos métiers sont des métiers de proximité. Vous l'avez compris, quand vous m'avez posé la question de travailler avec d'autres acteurs du territoire de Caen, oui, je travaille avec mes voisins parce que je suis dans un rapport de proximité. Je suis un acteur du territoire de Caen. Évidemment que je rayonne au-delà de Caen, c'est l'objectif, mais je suis le théâtre de Caen. Et chaque théâtre est toujours attaché à une histoire et à un lieu. Et je ne crois pas au théâtre hors sol, c'est-à-dire cette notion qui serait qu'un théâtre peut comme ça subitement se déplacer pour aller s'installer dans un lieu et faire vivre un projet. C'est très compliqué. Il faut des gens qui vivent dans un théâtre à l'année, qui le fassent vivre par rapport au public. Le public dont on parlait tout à l'heure, le score de 120 000, où on a même réussi 150, c'est le résultat d'un travail de fourmi, de terrain et d'un travail permanent sur justement notre public et le public, entre guillemets, aux alentours qui peut venir au théâtre de Caen. Et ça ne peut pas se faire à distance. Moi, je n'y crois pas. Donc, bon, voilà, vous avez compris, moi, je défends qu'à l'échelle de ce territoire, pour moi, c'est quand même grand, la Normandie réunifiée. Oui. De se dire qu'on est 2 théâtres, et en plus, c'est quand même un coup de chance, c'est que je ne suis pas la copie, le copier-coller de l'Opéra de Rouen. Je ne suis pas un opéra avec un orchestre permanent comme l'Opéra de Rouen. Je suis sur un projet complètement différent et je n'aborde pas d'ailleurs le même répertoire pour cause que le Rouen. Mon collègue de Rouen, il aime beaucoup la musique à partir de Mozart. Il aime beaucoup Verdi, Puccini.
Et bon, voilà, moi aussi, j'aime beaucoup Verdi. Mais moi, je fais très peu de Verdi parce que je n'ai pas d'orchestre pour faire ça. Moi, je fais avec les ensembles spécialisés. Pour le coup, je fais du Rameau, je fais du Lully, je fais du Handel, je fais du Mozart avec un orchestre spécialisé. Et pour moi, là, je dis, toc, ça amène un truc complètement complémentaire d'un orchestre généraliste. Et donc, je défends ça. Voilà. Le dernier défi, c'était sur la musique classique, je crois, Catherine. Alors, défi, oui. Alors là, de toute façon, on a un défi permanent, c'est clair, qui est le renouvellement du public. C'est un travail de tous les jours. C'est vrai que le Covid a été un accélérateur de problématiques de renouvellement de public. Parce que clairement, le Covid nous a fait perdre un public peut-être public âgé en partie, qui pour l'instant a peur ou est passé à autre chose. Donc il y a un vrai problème là de public qui ne répond pas présent. Et puis il y a d'autres publics qui pour le coup ont découvert d'autres formes de loisirs et qui se disent finalement on s'est rendu compte pendant 2 ans qu'on pouvait se passer de théâtre et d'opéra et aujourd'hui on se dit finalement ça nous manque pas tant que ça. On s'est rendu compte que c'était pas indispensable, pour reprendre un terme comme ça a été souvent le terme qui a été ramené sur notre problématique. Et donc, se pose la question du renouvellement. Et c'est vrai que le Covid, il est dur pour ça, parce qu'aujourd'hui, aller chercher du public, du nouveau public, dans un contexte où vous dites que, d'abord, vous l'attaquez dans une période où on n'est pas encore dans une dynamique clairement engagée. Donc, c'est vrai que pour attirer des nouveaux, vous savez qu'il faut toujours un peu le côté d'une dynamique. Donc, c'est clair qu'on n'est pas dans cette dynamique encore. Puis, on n'est pas hyper attractif encore. On demande un pass sanitaire, après un pass vaccinal. Bon, là, ça va visiblement s'arrêter mi-mars. Mais pour l'instant aussi, on nous demande de garder le masque. Alors, moi, d'ailleurs, j'ai fait le choix de demander au public de garder le masque encore tout le mois de mars parce que j'estime que je trouve ça un peu précipité dans une salle de 1000 places de commencer tout de suite à enlever le masque. Et puis moi, j'ai un problème, c'est que je suis encore sous la guillotine que s'il y a des cas positifs côté artiste, je ne joue pas. Je ne joue pas, mais je dois payer. C'est-à-dire, il faut savoir quand même que je suis dans une situation où le théâtre doit indemniser la compagnie qui n'est pas en mesure de jouer parce qu'il y a des cas Covid, et je dois rembourser le public. Donc, je suis dans une situation où je peux me mettre en l'air budgétairement. Parce qu'au-delà des injonctions que l'on nous dit de payer, il n'y a personne qui nous dit « Ah, mais nous serons là s'il faut pour vous aider à couvrir ces pertes que vous aurez. » Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un vrai travail, c'est de dire aux artistes « Il faut absolument garder votre vigilance et garder le masque le maximum. » Alors, évidemment que ceux qui ont la dispense du masque, on les dispense. Mais ce qu'on essaie, c'est de minimiser au maximum les risques de contagion. Et pour le coup aussi, par rapport au public, moi, pour l'instant, j'estime qu'on est quand même encore à 80 000, je crois, cas positifs. Bon, alors c'est vrai qu'on revient de loin. On était à plus de 500 000 il y a quelques temps. Mais rappelez-vous que quand on était déjà à 30 000, à l'époque, 30 000, on disait qu'on ne pouvait plus rien faire. Alors, c'est vrai qu'il y a la vaccination, il y a tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas neutre. Donc, c'est vrai que pour reconquérir du nouveau public, on n'est pas dans une période encore très attractive. Il faut tenir. D'accord. Très bien. On va peut-être proposer aux participants qui sont avec nous de poser une question ou deux, s'ils le souhaitent. Vous pouvez ouvrir votre micro. Gilles, voilà, Gilles Oudis. Oui, je comprends, j'entends votre projet, je comprends les problèmes qu'il peut y avoir avec Rouen. Qui vous soutient dans ce dispositif? Est-ce que vous avez votre public local qui monte au créneau en quelque sorte pour s'assurer qu'on conserve un théâtre à Caen avec son originalité, avec ceux auxquels ils ont été habitués? Est-ce que la ville joue un rôle là-dedans? Enfin, comment ça se présente d'un point de vue rapport de force? Alors, le rapport de force, il est que d'abord, je suis théâtre de la ville, donc mon patron, c'est le maire de Caen. La région Normandie, elle est quelque part dans le financement du théâtre de Caen, elle est mieux qu'un strapontin, mais elle est à 500 000 € annuels quand la ville de Caen met 4 millions d'euros. Donc, et juridiquement, je suis un équipement de la ville, c'est-à-dire que je suis un service municipal au même titre que l'état civil. Donc, juridiquement, si vous voulez, par rapport à ce que je vous dis,
je suis pas, en tout cas, sous la menace, comme l'ORN, qui lui est une structure associative financée à 80% par la région, je ne suis pas sous la menace d'une opération coup de force qui reviendrait à exiger que le théâtre de Caen fusionne avec l'Opéra de Rouen. Alors, pour répondre à votre question, le maire de Caen, lui, ce qu'il exprime, c'est qu'il souhaite garder un théâtre à Caen et que, en tout cas, l'idée que son théâtre serait piloté depuis Rouen, ce n'est pas visiblement, j'allais dire, dans la priorité de ses projets politiques. Après, par rapport aux histoires de budget, il faut reconnaître que là, une fois que j'ai dit ça, par rapport au fait que la région met 500 000 € et que ce montant n'a pas changé depuis 16 ans, puisque les 500 000 €, on les a atteints quand Philippe Duron était président de la région Basse-Normandie. Donc ça commence à faire un bail que Philippe Duron n'est plus président de la région Basse-Normandie. Donc ça remonte à 16 ans. Et donc c'est vrai que là, on est dans un jeu aussi où chacun se piège, parce que d'un côté, effectivement, le maire dit bah, écoutez, par rapport à ces velléités que vous auriez éventuellement la région de ne faire qu'un opéra, un grand opéra à Rouen qui deviendrait l'opérateur unique sur l'ensemble de la Normandie, moi, je ne suis pas intéressé. Et donc, je souhaite garder mon théâtre à Caen, autonome. Mais après, la région, elle dit, bah, écoutez, vous me dites que 500 000 €, ce n'est pas beaucoup par rapport aux 7,5 millions que je mets à Rouen. Soit, mais bah, comme vous ne voulez pas évoluer sur le projet de Caen, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on est dans une situation, si vous voulez, où on est bloqué, en sachant que vous avez raison, qu'il y a quand même un enjeu derrière. C'est quand même tout ça, c'est l'argent du contribuable. Et c'est l'argent des contribuables qui habitent sur l'ensemble du territoire de la Normandie. Et donc, on est dans une situation quand même aujourd'hui paradoxale, c'est que, entre guillemets, les bas normands payent pour l'Opéra de Rouen, puisqu'aujourd'hui, il y a 7,5 millions de mis sur la table tous les ans par la région Normandie sur l'Opéra de Rouen, et que finalement, les Normands, par contre, payent très peu pour avoir une scène sur Caen et qui rayonne sur l'espace géographique de l'ex-Basse-Normandie. Donc, il y a un problème politique, mais pour l'instant, il est un peu bloqué. Et puis, l'État qui aurait pu être dans cette histoire un peu le casque bleu, enfin le casque bleu est peut-être un peu fort, mais en tout cas le médiateur. Le problème de l'État, si vous voulez, c'est que l'État, contrairement à tous les autres réseaux du spectacle vivant, il faut savoir que la décentralisation culturelle, l'État a labellisé tout le secteur du théâtre, tout le secteur de la danse à travers des labels comme le Centre dramatique nationaux, les centres chorégraphiques nationaux, mais aussi les formes, on va dire, de théâtre comme les scènes nationales. Donc tout ça, c'est labellisé. Mais pour des raisons historiques, les opéras, en dehors du périphérique, ça relevait des pouvoirs des maires. Et vous savez que bon, les maires, jusqu'à maintenant, alors c'est vrai que maintenant, ça change, parce qu'avec la fin la remise en cause du cumul possible pour des élus locaux, on a perdu les dimensions de barons qu'on avait à une époque d'élus locaux, qui étaient ces hommes politiques très puissants, à la tête en général d'une ville, et qui en même temps étaient soit sénateurs, soit députés, et qui pouvaient même être, dans certains cas, ministres. Bon, c'est clair que la loi du non-cumul a dynamité ça. D'ailleurs, quelque part, c'est un affaiblissement. Pour moi, c'est un affaiblissement du pouvoir local. Parce que, si vous voulez, quand on n'a plus qu'un maire qui est échelon maire, ben, en dehors de sa ville, il n'y a plus de pouvoir. Et quelque part, d'ailleurs, c'est un coup de maître de l'État qui, pour le coup, a un pouvoir démesuré aujourd'hui. Moi, je trouve personnellement par rapport aux élus locaux. C'est une remarque personnelle. Mais dans l'affaire sur les opéras, si vous voulez, on a un héritage de l'histoire. C'est-à-dire que, effectivement, c'était les barons locaux qui portaient les grandes maisons d'opéra de province. Le maire de Lyon avec l'opéra de Lyon, c'était le cas de Rossino avec Nancy, c'était le cas de Chaban avec Bordeaux. Enfin, ça a été souvent l'œuvre d'un homme politique local qui voulait que son opéra devienne un grand acteur, à la fois évidemment pour sa ville, mais nationalement. C'était une marque. C'est clair que l'État, aujourd'hui, pour le coup, il a pris l'habitude de pratiquement rien mettre dans les budgets des opéras. C'est-à-dire que faut savoir que 75% du budget lyrique de l'État est mis sur l'Opéra de Paris. Il reste 25% pour les 25 autres.
Et donc, par exemple, l'Opéra national de Lyon, l'État met 15% du budget. Donc, il a le label national, mais finalement, il est national juste comme ça pour faire joli. Mais d'un point de vue budgétaire, il est municipal. C'est la ville de Lyon, ou maintenant l'intercommunalité, la métropole de Lyon, qui paye 80% de la facture, soit 75% de la facture. La région met 15% et l'État met 15%. Donc, vous voyez, l'État aussi, quelque part, n'a pas envie d'aller mettre le doigt dans cette affaire. C'est là où on a un petit problème aussi par rapport à nos histoires, c'est que l'État, il est très conscient que si jamais il dit, par exemple, à Morin, vous devez faire plus, Hervé Morin dira à juste titre, écoutez, vous déjà, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez 300 000 sur le théâtre de Caen. Moi, j'en mets 500, donc je mets déjà 200 000 de mieux que vous. Donc, alignez-vous déjà sur moi et on en reparlera. Or, aujourd'hui, il faut savoir qu'une fois que l'argent magique du Covid est terminé, de cette période qu'on a connue, c'est terminé. On va revenir à la dure réalité budgétaire de l'État. Et donc, il n'y a pas un sou disponible. On comprend que sur ces sujets-là, il y a une réflexion à mettre en place, État, région, ville. Est-ce que peut-être il y a une autre question? Parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Est-ce que… Non, je ne vois pas. Quelqu'un a une autre question et ouvre son micro? Non. Pas pour l'instant. Moi j'en avais peut-être une. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait ce problème de public, mais vous nous disiez en préparant votre intervention avec Catherine qu'en fait, il y avait de plus en plus de jeunes musiciens de musique classique. Et paradoxalement, il y a de plus en plus de musiciens jeunes qui font ce type de musique. Un public jeune pour la musique classique. C'était ça le problème. On est dans ce paradoxe, c'est-à-dire, vous avez raison, voilà. C'est qu'on va être on est dans un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'artistes musiciens jeunes, et pour le concert classique, on n'a jamais eu un public aussi âgé. Et là, il y a une fracture, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et c'est inquiétant, enfin, en tout cas, alors c'est à la fois une note d'espoir, parce que je pense que, évidemment, c'est grâce à ces jeunes artistes que l'on va pouvoir, je l'espère, réenclencher une nouvelle dynamique. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a une menace pour ces jeunes artistes sur leur devenir dans les 15-20 ans. Quel public viendra les écouter? C'est une vraie question. Et puis, il y a cette situation aujourd'hui paradoxale, c'est que quelque part, on a un public, entre guillemets, de musique classique qui est assez, pour le coup, un peu conservateur et qui a parfois un peu de mal à se retrouver avec ces jeunes artistes qui font un travail sur la musique du 17e et 18e qui est complètement nouvelle et qui n'ont jamais, pour le coup, eu l'habitude d'entendre. Et donc, on a un petit choc de génération et c'est clair que, oui, là, on a un paradoxe très fort. Alors là, le chantier, je pense qu'en tout cas, il ne passera que par l'école. Moi, il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire que le Pass Culture, si vous voulez, pour dire un mot de ce projet, je suis assez furax contre ce Pass Culture. C'est pas que l'idée est bonne, mais la façon dont c'est fait, c'est franchement, pour moi, c'est scandaleux d'avoir fait un système comme ça de chéquier en blanc pour des jeunes. Alors, c'était très bien, hein, l'idée de faciliter l'achat et la sortie culturelle, mais il est clair que si on n'accompagne pas ça d'un dispositif, on va dire, d'accompagnement et de médiation, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes, ils vont dépenser leur argent qui va être donné par le Pass Culture sur des choses qui, entre guillemets, qu'ils achetaient déjà. D'ailleurs, vous savez que les résultats du Pass Culture aujourd'hui, c'est 75% pour les libraires avec le manga. Alors, bon, tant mieux pour les libraires, mais en tout cas, je veux dire, il y a un effet d'aubaine qui se passe là pour le manga, mais qui en tout cas ne bénéficie pas à ce qui aurait dû être le mouvement aussi du Pass Culture, qui était d'aller inciter des jeunes à découvrir, à la curiosité. Or, la curiosité, vous savez, elle ne peut pas se faire, j'allais dire, comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez, entre guillemets, 300 € disponibles pour aller voir des choses que vous allez vous dire un beau matin, ah ben mes 300 €, tiens, je pourrais peut-être en mettre 20 € pour l'achat d'une place d'opéra. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, les places d'opéra que nous leur proposons à ce public de jeunes, ils sont subventionnés. On est sur des prix de place très bas. Mais tant mieux. Mais donc,
ça montre en tout cas la difficulté, ce n'est pas le prix et ce n'est pas l'enjeu. Évidemment que l'enjeu économique est important. À partir du moment où ils ont pris la décision d'y aller, il faut que ça soit abordable. Mais ce n'est pas uniquement l'affichage d'un prix ou l'effet d'aubaine d'avoir, entre guillemets, un crédit disponible qui va faire que subitement, ce public va se diriger vers nos salles. Or là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu et moi, je trouve que le Pass Culture, il est loupé à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, il fait les choux gras, on va dire, du monde de l'édition des mangas et aussi du divertissement des producteurs privés, des grandes boîtes mondiales qui peuvent avoir finalement des achats par le biais de ce dispositif. Et pour moi, là, il y a un dévoiement du truc, parce que de l'argent public soit mis sur la table pour ça, très bien, mais dans ce cas, il faut que ça soit, il me semble, fléché par rapport à des objectifs qu'on se donne sur les enjeux qui vont se poser pour nous du renouvellement du public. Moi, j'étais à Brno, en Tchéquie, il y a 15 jours. Je suis allé voir un opéra que je vais d'ailleurs avoir au Théâtre de Caen. Je vous invite à venir le voir. C'est Alcina de Handel. C'est un chef-d'œuvre. C'est une production niveau Opéra de Paris qu'on vous proposera début mai à Caen. J'étais à Brno, qui est la deuxième grande ville de Tchéquie, 500 000 habitants. C'était la troisième fois qu'il y avait une œuvre de Handel qui était donnée dans l'histoire de cette ville. C'est un événement quand même. Donc, il n'y a pas de public de Handel à Brno. La salle pleine avec un public dont je rêve, c'est-à-dire un public tous âges confondus. Moi, évidemment, je ne suis pas pour dire je ne veux pas que les personnes âgées viennent. Je veux que tout le monde vienne. Mais je veux que les personnes âgées viennent comme les jeunes. Tout le monde a sa place. Ce que vous dites aussi, oui. Quand j'ai vu ça, si vous voulez, ça m'a fait un choc. Et j'ai dit d'ailleurs à mon collègue directeur de Brno, je lui ai dit, écoute, bravo, et je ne suis pas certain de réussir à faire aussi bien que toi. Ce que vous dites, c'est que tout doit commencer à l'école, pour ouvrir les enfants, voilà, sur toutes les disciplines, toutes les musiques, voilà, développer, apprendre à être curieux finalement et à s'ouvrir. Ça s'apprend la curiosité. Absolument, ça s'apprend. C'est comme la nourriture. Oui. Mais on va terminer sur cette bonne note, si vous voulez bien, Monsieur Foll. Merci beaucoup pour votre intervention. On a appris plein de choses sur le théâtre de Caen et je crois que ça va nous donner envie, Catherine et tous les participants, à venir vous voir parce qu'en fait, je ne suis pas certaine qu'on soit si nombreux à le connaître. Donc, on viendra découvrir la programmation qui est très, très riche. Peut-être un dernier petit mot de conclusion concernant les cafés débats d'Oulgat. C'est que le prochain concernera la visite de la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg, qui a ouvert cette année, comme vous le savez. Donc, nous aurons une visite spéciale pour les participants des cafés débats, à peu près fin avril. Et puis, fin mai, on vous propose également un café débat autour des deux formidables directeurs à la fois du festival Les Femmes s'exposent, Béatrice Tupin, et également les deux directeurs des rencontres d'été, les rencontres littéraires, culturelles, deux grands événements qui se passent à Oulgat chaque année. Voilà donc nos deux prochains rendez-vous. Encore merci, Monsieur Foll. Merci beaucoup. Merci à vous. Et venez. On viendra. Avec plaisir. Ah oui, on viendra. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.